L'universalité de sa pensée vient d'être rappelée par le recteur et je crois qu'il est important pour les jeunes générations à qui je m'adresse particulièrement, bien sûr, comme on l'a dit, de lire. Lire, ce n'est pas, comme on dit en Wolof, tari, ce n'est pas ce que vous faites dans la plupart des couloirs dans lesquels vous êtes. On n'apprend pas par cœur, on doit d'abord comprendre et on doit prendre conscience de façon critique. Cheikh Anta a utilisé le matérialisme historique pour comprendre la réalité des sociétés. Ce n'est peut-être pas à la mode dans beaucoup de vos enseignements et son enseignement lui-même devrait être davantage prodigué dans les universités africaines. Il est arrivé à l'Égypte pratiquement de façon existentielle et de façon accidentelle. Et ça a marqué une grande partie de son odyssée. Mais son odyssée, c'est celle d'un Africain dans un système colonial qui vit avec une génération complètement complexée, et ce complexe vient de la colonialité et du colonialisme. Et pour cette génération, il s'agissait de démontrer à la fois qu'ils étaient les égaux des Français à qui on avait non seulement donné le privilège dans les 4 communes de Dakar d'être des citoyens comme eux. Et donc les Sénégalais ont eu à participer à l'odyssée coloniale et ce serait même très important de revenir sur notre participation dans cette odyssée car il n'y a pas eu que des belles choses. Nous avons participé à la mise en place du dispositif colonial bien après avoir résisté. Donc c'est dans cette acception que Cheikh Anta découvre ces humanités et il les découvre par le canal de la science exacte. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui passe par la physique, qui comprend la chimie, qui comprend les systèmes de datation qui à l'époque sont des systèmes qui n'est pas très évolués, qui ne peuvent pas dater au-dessus de 50 000 ans, et qui est préoccupé de savoir comment se fait-il que l'arbre génétique, l'arbre phylogénétique, l'arbre phylétique de l'humanité soit contraire au discours des anciens qui veulent qu'effectivement, autour des mondes de la Lune, l'humanité africaine soit née. Ces choses sont plus ou moins connues confusément, mais les artefacts, les choses qu'il voit, lui montrent effectivement une sorte d'antériorité du fait africain. Mais il est le produit d'une civilisation qui a été écrasée, d'abord par l'imposition du dispositif arabo-islamique qui a pris près de 7 à 9 siècles pour s'installer sur notre continent avec le sac de l'empire du Ghana, mais évidemment aussi 3 siècles de l'espace occidentalo-centré et raciste. Donc c'est un peu la rébellion contre ces dispositifs qui les amène à découvrir. Mais ces découvertes sont faites par d'autres gens bien avant lui. Par exemple, Anténor Firmin fait la critique de Gobineau, les théories racistes. D'autres ont déjà découvert l'hypothèse, effectivement, du caractère négroïde des sociétés égyptiennes, y compris chez les Européens eux-mêmes qui découvrent la magnificence de ces civilisations. Donc c'est comme ça que Cheikh Anta Diop découvre la qualité de l'antériorité du fait africain, d'abord en essayant de creuser ce qu'il y avait comme artefacts. Donc il y a à peu près 200 000 artefacts qui sont trouvés en sol africain et qui montrent que ces fossiles si nombreux témoignent de l'odyssée humaine. Et donc ici, on voit qu'à la différence de l'Asie et de l'Amérique, il y a très peu de fossiles de si grande importance. Et on peut diviser ces familles en hominidés, les premiers australopithèques, et depuis 200 000 ans, des Homo sapiens comme nous, qui vont migrer vers les autres pôles, comme l'a si bien rappelé le professeur tout à l'heure, puisqu'il y avait des phases de glaciation, ces processus d'hominisation vont se faire graduellement. Donc, étant donné qu'on n'avait pas encore la biologie moléculaire, et c'est là la différence de ce que le professeur expliquait tout à l'heure, c'est qu'on a des outils qui s'arrêtent aux années 80, à la fin des années 80, lorsque lui il décède, et des nouveaux outils qui viennent corroborer les avancées scientifiques autant en égyptologie que dans l'anthropologie physique. Donc les premières choses sur lesquelles ils s'attardent, c'est d'abord les fossiles. Ils observent, ils regardent les prognatismes des visages, ils regardent les os, ils regardent les types de profusion de ces fossiles à travers l'Afrique australe, à travers la Corne de l'Afrique,
À ce moment, on n'a pas encore les découvertes qui vont révolutionner, c'est-à-dire la zone du Tchad actuelle. On n'a pas ces datations, mais rien qu'avec ça, ils ont déjà plus qu'une intuition que l'humanité est véritablement africaine dès les débuts. La loi de Gogler, qui stipule très clairement que c'est la mélanine qui nous protège des ultraviolets, montre effectivement que ce sont des populations négroïdes qui seraient allées habiter dans les autres contrées. Et les artefacts qu'il y a, c'est pratiquement des statuettes stéatopies, c'est-à-dire des femmes avec des formes proéminentes, des fesses proéminentes, qu'on retrouve dans tout le sud de l'Europe, alors dans les grottes de Grimaldi, jusque dans les espaces wormiens en Allemagne, en Dordogne, etc. Et donc ça, c'est les choses sur lesquelles ils ont un matériel pour pouvoir refaire la connaissance archéologique, la connaissance, et on peut diviser effectivement le temps historique que les Européens avaient créé en posant une critique de ce système. Donc là, ils viennent secouer avec cette thèse d'une origine monogénétique de l'être humain, c'est-à-dire que nous serions tous en fait issus d'un seul et même rameau, qui est un rameau négroïde, et par sélection et d'adaptation, nous allons muter à fur et à mesure de notre pérégrination géographique à travers le monde. Et donc c'est ce qui explique que récemment, lorsque les Anglais découvrent que leur ancêtre, il y a 10 000 ans, a la peau noire mais a les yeux bleus, ils sont stupéfaits, mais ça c'est tout simplement la corroboration de la thèse que Cheranta et d'autres, dont la foulée des professeurs Liquet, avaient démontré. Dans le cas de l'Égypte, c'est encore plus délicat puisque l'Égypte est le seul pays au monde qui a une stabilité historique sur à peu près 3 millénaires. Et à partir de la zone de Nazlet Crater, c'est-à-dire autour de 32 000 ans, il y a déjà des populations africaines qui sont établies. C'est en Égypte que commence, à partir du Nil, donc qui a un fleuve immense, comme vous savez, qui part de l'Éthiopie, qui sillonne le Congo, qui remonte jusqu'à Alexandrie, ce fleuve dépose sur ses bancs du limon, qui est un limon extrêmement fertile. Et donc les premières expériences de domestication de plantes se font autour de 8500 ans à Wadi Koubaniya, donc on parle de lentilles. La domestication, ce n'est pas encore l'agriculture. C'est donc vraiment des gens, probablement des femmes, qui observent comment les plantes comestibles poussent dans certains environnements, enlèvent les autres et petit à petit commencent à dompter. Pendant toute cette période, nous avons plutôt des sociétés de chasseurs, de cueilleurs, mais la sédentarisation commence lorsque il y a la possibilité d'avoir une récolte, la possibilité de manger sur place. Et là se fixent des populations dans ce bassin nilotique. Donc on parle de la zone des Grands Lacs, le Soudan actuel et la moitié de l'Égypte. Et c'est là qu'est le creuset vraiment de ces premières civilisations. Et l'observation faite par les témoins de ces sociétés, c'est-à-dire des peuples migrants qui y ont habité, donc les Sémites par exemple, ils existent depuis 5000 ans, pas les Sémites, c'est les Juifs et les populations arabes, c'est des populations qui n'existent que depuis 5000 ans. Les Juifs eux-mêmes ont un rameau noir, j'y reviendrai, qui habite en Égypte et qui va y prospérer de Abraham, qui n'est autre qu'Amenophis IV, jusqu'à Moïse qui en sort. Donc en réalité, vous avez des populations qui existent dans ce bassin, qui se mélangent au début des processus d'hominisation. Dans le cas de l'Égypte, ce qui est frappant, c'est très très tôt les premières formes institutionnalisées autour des noms, c'est-à-dire un peu des embryons de ville, et la naissance de l'État. Donc le premier État au monde naît en Égypte à partir d'une figure emblématique qu'on appelle le Père A, qui est donc le pharaon. Et on a les emblèmes, donc par exemple le taureau, l'abeille, les insignes royaux qui témoignent déjà en Haute-Égypte, donc la zone du sud de l'Égypte actuelle, de l'existence de ces systèmes politiques qui se mettent en place. Pourquoi ces systèmes politiques se mettent en place? Ils se mettent en place dans un dispositif à la fois métaphysique, c'est-à-dire que les sociétés qui sont des sociétés avec une division de travail, avec des castes, sont des sociétés hiérarchisées, verticales, mais dans le cas de l'Égypte, elle est sauvée par la croyance à une variété de dieux, de systèmes de déification, et surtout à une déesse qui est la Maat, qui est la déesse de l'intégrité, de la justice. Et donc, ce système d'intégrité et de justice, axé sur un modèle de type totémiste, où notre nom est lié à un nom d'animal et où nos ancêtres sont reconnus, amène un culte du système politique extrêmement complexe et sophistiqué dès les débuts de l'État, un État qui va être forcément organisé.
Ce qui fait la magnificence de cette société, c'est d'abord son observation de son environnement cosmique. Donc, l'observation, par exemple, de la voûte du ciel, la compréhension de la trajectoire elliptique de l'étoile Sirius, qui est l'étoile la plus brillante de notre firmament, et dont les Égyptiens connaissent très tôt l'existence et qui déduisent un calendrier, qui est le calendrier sidéral, qui leur permet d'avoir, avec l'observation du Soleil, un calendrier rigoureusement exact. Et donc, ils commencent déjà à codifier leur temps, c'est-à-dire leur espace-temps, et à partir de cela, à partir du limon du fleuve, ils commencent à faire les calculs d'arpentage des surfaces agricoles qui sont en fait drainées et enrichies par le limon fertile. Et ça, c'est les premiers calculs mathématiques des algèbres qu'on appelle AHA, qui sont donc les premiers calculs aussi de géométrie des surfaces, puisqu'à chaque fois que ces surfaces étaient inondées, il fallait recalculer à qui appartient chacun des lopins. Et ainsi, dans la mutualisation des tâches, on a commencé à comprendre par cette géométrie, par ces calculs, les choses de plus en plus complexes. Elles étaient liées, comme on l'expliquait, à un univers métaphysique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de séparation entre les croyances, donc aux divinités, et la vie de tous les jours réglée par l'abstraction scientifique. Or, c'est cette chose-là qui n'est pas reconnue par les occidentaux plus tard, qui crée supposément la rationalité, que cette rationalité, que cette modernité existait déjà dans les sociétés égyptiennes. Cette croyance, elle était basée, comme je l'expliquais, au niveau métaphysique, parce que c'était une société vitaliste. Donc, des animistes qui croyaient que leur corps, leur individualité, va vivre aussi dans l'au-delà. Et que donc, nous avions ce qu'on appelle un bas, une âme, et un cas, une personnalité. Dès que vous naissez, au bout des 3 premiers mois, vous avez déjà un cas. Et donc, votre vie durant, vous devez magnifier avec la maths un bon comportement citoyen, un bon comportement civil, un bon comportement dans la vie familiale et un bon comportement patriotique à l'égard de votre société, et vous serez jugé sur votre au-delà avec ce qu'on appelle le jugement de Anubis. Et donc, cette idée du paradis et de l'enfer existe déjà dans la quintessence de la cosmologie égyptienne, où un atome de bien sera jugé et un atome de mal sera jugé le jour du jugement dernier. Et donc, c'est ainsi que ce système métaphysique, et donc les premières croyances religieuses, ainsi que celles de l'État, qui sont liées, puisque le pharaon est celui qui est le garant de ce système, vont se mettre en place et vont créer ce sentiment patriotique. Ce sentiment patriotique va être repris par les citoyens, qui évidemment étaient dans des strates plus ou moins, comme j'ai dit, hiérarchiques, et ceux qui avaient accès au savoir, les scribes, vont développer le savoir scientifique. On peut en attester, par exemple, par la connaissance de la science biologique. Ils avaient une connaissance du système sanguin qu'ils vont utiliser dans les processus de momification pour pouvoir procéder à l'extraction des organes et à la préservation des corps dans du natron pour faire les momies. Et ils pensaient qu'en mettant les organes dans des canopes, plus tard, on pourrait, en remettant ces momies dans l'eau, qui donc reprendraient leur corps initial, et en introduisant le bas, leur âme, on pourrait refaire vivre ces personnes. Aujourd'hui, ce rêve contemporain existe, si vous voulez, dans l'azote liquide, avec les gens qui pensent à la cryogénisation, par exemple. Donc, ces croyances peuvent peut-être aujourd'hui paraître ésotériques, mais elles étaient vraiment à la limite de la science, dans la mesure où elles permettaient à ces sèmes, donc les prêtres, mais aussi à tout ce dispositif de savants, de procéder à une forme de modernité dans cette période antique. Et cette modernité, elle est pour moi, en fait, déjà à l'époque antique existante, si vous regardez au niveau de l'architecture, la magnificence des pyramides qui nous contemplent encore aujourd'hui, de la dextérité avec laquelle ces architectes ont construit des œuvres qui ne sont toujours pas possible de reproduire à nos moyens techniques d'aujourd'hui. Alors, vous avez par exemple, à plus de 60 mètres du sol, une voûte granitique dans une salle complètement suspendue, dans laquelle vous posez la question comment on a fait pour mettre cette voûte à cet endroit, comment ça se fait que les orifices des 2 entrées de cette salle sont exactement dans la projection orthogonale de l'étoile Sirius, de l'étoile d'Orion, de la constellation d'Orion, si on superposait la voûte du ciel de cette époque. Donc il y avait une conjonction entre cette connaissance
astronomique, cette connaissance architecturale, la connaissance au niveau de la médecine, elle était encore beaucoup plus spectaculaire. Ils avaient une connaissance basée exactement sur ce que vous voyez sur l'hôpital aujourd'hui, le diagnostic, ils reconnaissaient le diagnostic d'abord, ensuite la prescription, et pouvaient déterminer si le cas était urgent ou pas. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'Hippocrate sera pris en flagrant délit de plagiat, puisque comme bien des Grecs, il est allé étudier là, et il a été attrapé en plagiat, un peu comme un universitaire aujourd'hui, avec le diagnostic de la gousse d'ail. Les Égyptiens prenaient l'ail, le mettaient dans le vagin des femmes, et déterminaient, grâce à la lysine qui se déposait dans les glaires, si, oui ou non, il y avait des hormones qui permettent de reconnaître la fertilité. On disait même qu'ils pouvaient même reconnaître le sexe de l'enfant à venir avec l'urine qui serait mise sur l'orge ou le blé, de la façon par laquelle ces choses-là existaient et croisseraient selon le taux d'urée. Que ce soit vrai ou non, à l'époque, les Grecs ne connaissaient pas l'ail, même si aujourd'hui, ils en font un usage à profusion dans leur cuisine. Et c'est comme ça que le professeur Van der Eyck compare les tables de Hippocrate et il voit que les cas sont effectivement reproduits tout simplement en traduction. Donc on retrouve quelqu'un par exemple sur un champ de bataille ensanglanté, il ne parle pas. En fait, si on regarde, on voit qu'il a une blessure au lobe temporal, il est frappé d'aphasie. C'est donc un cas qui montre que cette personne a cette blessure mortelle à cet endroit. Donc, et suit la prescription du traitement et Hippocrate fait tout simplement que traduire les tables. Donc ces savoirs, Cheikh Anta et bien d'autres reconnaissent effectivement que la grandeur de cette égyptologie qui va découvrir petit à petit l'africanité de cette Égypte kémétique amène de plus en plus un engouement dans les années 70, dans les années 80 vers cette découverte des civilisations et l'antériorité des civilisations. Et on voit effectivement que ce pays va être littéralement assailli par tous ses voisins, les Assyriens, les Lébous, les Hittites, qui vont venir parfois eux-mêmes devenir pharaons, adopter le culte égyptien, tellement, un peu comme les gens qui vont à New York aujourd'hui, ils étaient fascinés par la magnificence et la qualité de ce système. Donc, voici une civilisation qui connaît le parfum, qui connaît le verre, qui connaît les raffinements du design que vous regardez les habits, qui, comme je l'ai dit, connaissent autant la médecine exacte que la chirurgie. Vous regardez aujourd'hui une table de chirurgie contemporaine, vous avez au moins une trentaine d'instruments qui existaient déjà en Égypte. C'est sûr, ils étaient beaucoup plus grossiers, faits dans l'obsidienne, mais c'est exactement les mêmes instruments. Donc ce sont ces legs qui amènent petit à petit les gens comme Cheikh Anta Diop de se rendre compte que, attention, la civilisation, elle existe, elle est d'abord africaine, elle va avec des liens, des sociétés qui ne se connaissent pas par le commerce lointain, mettre en rapport des sociétés qui s'ignorent. Et c'est ainsi que les Égyptiens, par exemple, vont pouvoir aller dans les Amériques par la navigation. Ça a été démontré dans les années 74. On a reconstitué une embarcation du même type par des Norvégiens qui ont fait cette circonvolution. Mais on le sait aussi parce que certaines des momies royales avaient du tabac dans leur estomac, ce qui montre qu'effectivement ce tabac n'existe que dans les Amériques. Beaucoup plus tard, des siècles plus tard, les expéditions d'Aboubakri à partir de l'Empire du Mali, avec le goudron du Tchad, vont partir ici de la Sénégambie vers la terre des Olmecs, quelques 200 embarcations, quelque peu vont revenir et montrent effectivement que des populations lointaines pouvaient être en contact. Il n'y a pas que les Égyptiens, oui, il n'y a pas que les Égyptiens ou les Maliens qui l'ont fait, les Vikings ou les Phéniciens l'ont fait. Et donc, ce que j'essaie tout simplement de dire, c'est que à travers ces quelques exemples, l'importance pour l'Afrique de redécouvrir sans narcissisme, sans nostalgie, notre passé historique et de comprendre qu'effectivement, en utilisant la connaissance scientifique, en prenant la conscience politique qu'un État panafricain est possible, en autant qu'on comprenne les rapports de force qui ont lieu, autant dans la science, au sein des universités, qu'au sein des États. Donc comprendre la nature du système monde
comprendre l'articulation de notre position périphérique comme pays dominé, comme système opprimé et défavorisé, n'est pas une lacune en soi, en notant qu'on peut riposter et s'organiser. Et c'était l'exemple de Cheikh Anta qui avait créé un parti politique dans l'esprit de la construction des fondements d'un État continental, et il a œuvré une grande partie de sa vie pour démontrer cela. Et donc toute cette filiation que vous voyez, cet effort scientifique, ne vise en fait que à montrer aux Africains qu'il est tout à fait possible de compter sur leur propre force, de ne pas être complexés. Maintenant, il faut vous méfier de ceux qui utilisent cela dans une perspective suprémaciste. Il n'y a qu'une seule humanité. Une seule humanité, elle est tout simplement par sélection, adaptation différente au niveau du phénotype. Il n'y a aucune forme de hiérarchie. Et aujourd'hui, à l'ère où les populismes et le racisme reviennent, il est très très important de comprendre cela. Donc je développerai un peu davantage ces choses-là dans les conférences tout à l'heure. Il y en a une, je pense, à 14h et la grande conférence à 18h. Je vous remercie.